Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'économie de l'innovation. L'économie de l'innovation, c'est la sous-branche de l'économie qui s'intéresse aux causes et aux conséquences économiques de l'innovation. Alors, pourquoi s'intéresser à l'économie de l'innovation? Naturellement, la première réponse, c'est que l'innovation est la source principale de création de richesses économiques. Cette citation bien connue de Kenneth Boulding qui nous dit « Celui qui croit qu'une croissance exponentielle, infinie, peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Et effectivement, les économistes sont convaincus que la croissance peut durer indéfiniment parce que justement le monde n'est pas fini, l'espace des connaissances n'est pas terminé et donc on peut envisager une croissance infinie tirée par l'innovation et la production de connaissances. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé depuis la première révolution industrielle, où l'on voit bien que les courbes de croissance ne montrent pas de signes d'arrêt et on a plutôt une tendance exponentielle. Il n'y a pas de raison objective pour le moment que la croissance tirée par l'innovation s'arrête. L'innovation est donc la cause principale de création de richesses économiques, mais l'innovation est également la cause principale de la concentration des richesses économiques. Naturellement, on a en tête l'exemple bien connu de la Silicon Valley, où sur un territoire de quelques dizaines de kilomètres carrés, l'on va retrouver l'ensemble des entreprises les plus innovantes au monde, créant une richesse extraordinaire pour cette région, mais pas forcément pour les autres régions. Alors, l'impact de l'innovation est-il toujours positif? Pas forcément. On sait notamment que l'innovation peut également générer du chômage, notamment du chômage pour les moins qualifiés, et cela s'exprime par le phénomène bien connu mis en avant par l'économiste célèbre Joseph Schumpeter, qui parlait de destruction créatrice. Et en effet, l'innovation ne fait pas que créer de la richesse économique, elle va également détruire de la richesse économique, elle va également engendrer la disparition de certains secteurs industriels devenus obsolètes, et donc les gouvernements doivent être capables d'anticiper cela et d'accompagner le processus d'innovation, notamment pour les plus démunis. L'économiste Joseph Schumpeter est également le premier à avoir mis en avant la différence entre l'innovation et l'invention. Pour Schumpeter, l'invention, c'est le domaine de la technique, c'est le domaine de l'ingénieur, c'est le domaine des chercheurs. L'innovation consiste simplement à transformer l'invention en richesse économique. L'innovation va consister à introduire une invention dans le circuit économique, à lui donner de la valeur, à la transformer en euros, en argent sonnant et trébuchant. L'invention, c'est donc le domaine de la technique. L'innovation, c'est très clairement le domaine de l'économie et de la gestion. Et si c'est l'ingénieur qui va inventer, celui qui innove, celui qui transforme l'invention en richesse économique, c'est l'entrepreneur, celui qui va surmonter les obstacles et introduire l'invention dans l'économie. Alors, l'innovation est la principale source de création de richesses économiques et cela est d'autant plus vrai que nous vivons, on l'entend souvent dire, dans des économies fondées sur les connaissances. Alors, l'économie fondée sur les connaissances, c'est une expression presque galvaudée qu'on entend tous les jours dans les journaux. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Une explication simple, c'est de dire que dans le processus de création de richesse, dans le processus de production de richesse, on identifie différents facteurs de production. Le capital, le travail, la terre. Et aujourd'hui, dans l'économie fondée sur les connaissances, la principale source de richesse pour les entreprises et les gouvernements, c'est la connaissance, qui a pris plus d'importance que le travail non qualifié ou le capital. Nous vivons donc dans des économies fondées sur les connaissances et cela a des conséquences fondamentales aussi bien pour les gouvernements que pour les entreprises. Alors, quelques exemples
concret de ce que peut signifier l'économie de la connaissance, le premier exemple qui nous vient en tête, c'est évidemment le phénomène de start-up, d'entreprises technologiques. Les start-up sont des entreprises spécialisées dans la production de connaissances. Ce sont des entreprises non manufacturières. Elles ne produisent pas de biens manufacturés. Elles produisent essentiellement des connaissances, des technologies qu'elles vont ensuite vendre à des entreprises industrielles. Ce phénomène de start-up, qui nous paraît évident aujourd'hui, est tout à fait nouveau. Il est né dans les années 70 aux États-Unis, 1980 en Europe. Avant cela, ces entreprises technologiques n'existaient pas. Donc le phénomène de start-up est évidemment lié à l'économie de la connaissance. Autre exemple de ce qu'on peut appeler l'économie de la connaissance, le rôle croissant de la propriété intellectuelle. L'importance des brevets, l'importance du droit d'auteur, l'importance des marques, des appellations d'origine. La propriété intellectuelle qui est au cœur de nombreux débats aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose qui, il y a 40, 50 ans, n'était pas considéré comme aussi important. Assez peu de gens, seuls des experts, étaient conscients des enjeux de propriété industrielle. À nouveau, ça n'est plus le cas aujourd'hui. La propriété intellectuelle s'est introduite dans le débat grand public parce que justement, on est dans une économie fondée sur les connaissances et donc la manière de protéger la connaissance devient de plus en plus importante. Alors, l'économie de la connaissance, quels enjeux pour les politiques économiques? Au niveau des gouvernements, cela signifie simplement que les gouvernements ne peuvent pas négliger l'importance de la connaissance et de l'innovation. Et c'est effectivement ce qui se passe dans la plupart des pays développés où les gouvernements investissent massivement dans la production de connaissances. Il suffit de regarder par exemple les investissements en R&D des principaux pays de l'OCDE. Dans le cas de la France par exemple, tous les ans la France investit à peu près un peu plus de 2% de son PIB en recherche et développement. Ça peut paraître faible, mais si on a en tête les chiffres absolus, cela signifie que tous les ans, en France, on investit un peu plus de 40 milliards d'euros en recherche-développement. Ce chiffre, dans l'absolu, ne veut pas dire grand-chose. Il faut bien avoir en tête que 40 milliards d'euros, c'est plus que le PIB de certains pays d'Afrique. Et donc, en France, on investit plus en R&D que l'ensemble des richesses produites par certains pays en développement. Donc, les pays les plus développés investissent effectivement massivement en recherche-développement pour générer de l'innovation et rester compétitifs. Les gouvernements mettent également en place des politiques de soutien à l'innovation. En France, on investit massivement dans la recherche scientifique via le CNRS, l'INSERM. On essaye de mettre en place un système de propriété intellectuelle équilibré afin d'inciter les entreprises à investir en R&D. Et on a également un système très controversé, très critiqué parfois, de crédit d'impôt recherche qui permet aux grandes entreprises industrielles qui investissent en R&D de réduire leur imposition. Donc, les gouvernements ont compris l'importance de l'innovation et depuis quelques décennies maintenant, ont mis en place un ensemble sophistiqué de dispositifs pour encourager l'innovation. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des entreprises? C'est à peu près la même chose. Dans la plupart des secteurs high-tech, les entreprises ont bien compris qu'aujourd'hui, la concurrence se fait essentiellement par l'innovation. Il est fondamental aujourd'hui d'être capable d'innover sous peine de disparaître très rapidement. On est en quelque sorte dans une logique d'innover ou de périr. Les entreprises qui n'innovent pas assez risquent de disparaître très rapidement. L'exemple le plus emblématique à ce titre est effectivement l'entreprise Kodak, l'entreprise leader du marché de la photo à la fin des années 90, qui a complètement raté le passage à la photographie numérique et qui en quelques années a fait faillite. Donc, pour reprendre ce que nous dit de manière un peu provocative Peter Drucker, pour une entreprise aujourd'hui, il n'y a clairement que deux fonctions qui vont créer de la valeur. Pour une entreprise aujourd'hui, il s'agit d'être capable d'innover,
c'est-à-dire de concevoir des nouveaux produits et de bien les vendre, de les vendre le plus cher possible. Les deux fonctions qui créent de la valeur, c'est donc l'innovation et le marketing. Tout le reste peut être externalisé. Et à ce titre, on peut prendre l'exemple emblématique d'une entreprise très connue, Apple, qui se spécialise dans la conception de nouveaux produits et dans le marketing. Tout le reste a été externalisé, n'est plus produit par Apple. Et donc, si on regarde à nouveau quelques chiffres, aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises investissent massivement en recherche-développement et sans citer de chiffres, on peut voir que les entreprises en Europe et dans le monde qui investissent le plus en recherche-développement investissent à des montants absolument extrêmes. Et à nouveau, certaines entreprises, pour donner un ordre de comparaison, certaines entreprises investissent plus en R&D que l'ensemble des investissements dans certains pays, comme par exemple la Belgique, qui n'est pas un pays en développement. Une entreprise comme Volkswagen investit plus à elle seule en recherche-développement que l'ensemble des investissements qui vont être réalisés en Belgique. Au niveau des entreprises, les problématiques stratégiques liées à l'innovation sont donc nombreuses. Comment anticiper les prochaines innovations de rupture? Comment anticiper les prochaines innovations radicales? Et donc, comment finalement s'adapter, rester au contact et ne pas disparaître? Comment concilier exploration et exploitation? Parce qu'il s'agit évidemment d'innover, mais il s'agit également d'être capable de gagner de l'argent avec son innovation. Les entreprises doivent être en quelque sorte ambidextres. Ou enfin, comment valoriser ces innovations? Comment développer une politique de propriété industrielle? Voire parfois, pourquoi pas ne pas laisser les concurrents imiter, laisser les concurrents utiliser ces innovations, comme l'a fait récemment l'entreprise Tesla, qui a annoncé l'abandon pur et simple d'un grand nombre de ses brevets. C'est également une stratégie de valorisation. Voilà quelques exemples de ce que l'on fait lorsqu'on s'intéresse à l'économie de l'innovation. L'économie de l'innovation est clairement une discipline fascinante et je vous invite à vous y intéresser davantage. Je vous remercie de votre attention.